Alors nous allons traiter ce matin d'un point qui est quand même très important et qui va être dans l'actualité dans les semaines qui viennent, c'est la réforme de la formation professionnelle. Alors pour commencer, je vais vous parler très simplement et je vais vous dire CPF, DIF, CIF, plan de formation. C'est une jungle dans laquelle nous sommes. On n'a pas eu le temps de se rendre compte que quelque chose existait, que déjà on le réforme. Alors pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, je reçois deux techniciennes, chose que sont Christophe Jacobs et Christian de Gargerie, avec qui on va décrypter un peu tout ça, avec l'un, comment ça se passe concrètement dans l'entreprise et comment vous pouvez prendre votre formation en main, et avec l'autre, pourquoi c'est important de prendre cette formation tout au long de la vie, parce qu'on a besoin d'acquérir des compétences, puis on a besoin de les faire valider, et puis on a besoin de les mettre en valeur pour changer d'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est le lot d'un salarié, il ne reste pas toujours dans la même entreprise, et ça permettrait de limiter la précarité. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tous ces acronymes-là, CPF, DIF, CIF? On est un peu perdu là-dedans. À peine on commençait à savoir se servir du DIF que c'est devenu CPF. À peine on connaît le CPF qu'on va le réformer. Concrètement, aujourd'hui, comment se passe la formation professionnelle? Écoutez, déjà là, pour le coup, en fait, quand on parle de dispositifs, ce qui serait utile, c'est de rappeler en fait les dispositifs qui sont à l'initiative en fait de l'individu et les dispositifs évidemment qui amènent la possible adaptation au poste de travail. Donc ça, c'est des sujets qui sont quand même essentiels. Alors pour le coup, le DIF a été mis en place dans ce sens, le droit individuel à la formation au départ, donc issu d'un accord national interprofessionnel de 2003. Il a été mis en place sur le droit d'initiative. Le droit d'initiative permet évidemment à l'individu de pouvoir se former à son initiative sur une formation dont il a choisi, qui à l'origine c'était ça. D'ailleurs, je me souviens, c'était les lois Fillon. C'est ça. Je me souviens, François Fillon, à l'époque ministre du Travail, disant à la télévision, ce droit individuel à la formation peut permettre d'acquérir des compétences et d'aller se mettre sur le marché et de faire valoir la concurrence entre les employeurs. C'est bien. On s'est rendu compte dans la suite que le droit individuel à la formation, c'était le droit du salarié à demander une formation et le droit de l'employeur de la refuser. C'est bien ça. Donc il a été vite dévoyé. Pour le coup, il faut savoir se le dire. Puisque le droit individuel à la formation a permis évidemment dans les entreprises de pouvoir utiliser ce dispositif pour pouvoir faire en sorte que les salariés puissent se former pour évoluer en compétences. Alors je ne parle pas de qualification, je parle de compétences. Donc ce qui est totalement différent. Donc évidemment, l'accord national de 2013 a modifié les choses. Donc le DIF pour les salariés en fait dans le privé a disparu. Est devenu en fait le compte personnel de formation. Donc compte personnel de formation, c'est un compte qui appartient à l'individu. Voilà. Donc là pour le coup, ce compte-là permet, à l'origine permettait, puisque les choses ont été modifiées et se modifient encore malheureusement, permet en fait justement de pouvoir en fait obtenir une qualification à la clé. Alors, il n'y a plus le même nombre d'heures, il y en a un peu plus. C'est ça. On peut les cumuler un peu plus longtemps, c'est bien ça. Et on peut les emporter avec nous quand on quitte l'entreprise. C'est bien ça. Donc il est transférable. Pour le coup, en fait, on est passé à 150 heures pour le compte personnel de formation. Mais bon, c'est sur des formations qualifiantes, je rappelle. 150 heures, c'est très peu pour pouvoir se qualifier et pouvoir se former sur une formation choisie. Voilà, qui reste quand même, c'est un dispositif qui reste quand même à l'initiative de l'individu. Voilà. Concrètement, dans les entreprises, ce qui se passe, on l'entend nous sur les salons, c'est je veux faire une formation sur mon compte personnel de formation aujourd'hui et l'employeur me dit écoute, tu les prends en dehors de ton temps de travail. Ou bien je veux une formation qualifiante pour l'entreprise qui n'est pas dans le plan de formation de l'entreprise. Et là, on le dit, prends-le sur ton compte personnel de formation. Alors, oui. Quelle est la bonne attitude du salarié vis-à-vis de ces attitudes des DRH? Que doit-il faire pour faire valoir son droit individuel à la formation? Alors, c'est pour ça, quand je parle, c'est à l'initiative en fait de l'individu.
ce compte personnel de formation appartient à l'individu. Il n'appartient pas à l'employeur, à moins d'avoir un accord en interne dans l'entreprise, hein, qui permet évidemment de se former et d'utiliser le CPF. Mais s'il y a un accord dans l'entreprise, ça suscite évidemment un abondement dans l'entreprise. Donc évidemment, l'objectif en fait de ce dispositif n'était pas de dévoyer en fait l'utilisation personnelle, hein, donc qui doit rester personnel et non pas hein, de la responsabilité en fait de l'employeur en tant que tel. Alors, quand on est dans le concret, qu'on est dans l'entreprise, je demande à dégager des heures sur mon compte personnel de formation pour être qualifié dans mon poste de travail. Et la formation que je demande n'est pas au plan de formation de l'entreprise. L'employeur me dit, prenez-les sur votre temps, sur votre compte personnel de formation et sur votre temps libre. Comment dois-je faire? Alors, pour le coup, moi je rappelle quand même qu'il y a aussi cette responsabilité de l'employeur dans le cadre de l'adaptation et au maintien dans l'emploi, et aussi la responsabilité de l'employeur de faire évoluer en fait les salariés dans l'entreprise. Donc de par une qualification, là il y a eu cet engagement hein, qui a été mis en place de par l'accord national interprofessionnel, où les employeurs se sont engagés évidemment sur la reconnaissance des métiers en fait dans l'entreprise. Chose qui n'a pas été faite. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a eu un objectif commun sur l'évolution d'un niveau de qualification dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, moi je pense que la bonne attitude, et c'est bien là-dessus, hein, c'est de mettre en avant en fait la responsabilité de l'employeur dans l'entreprise sur la reconnaissance des métiers et des qualifications en tant que telles. Alors, il y a aussi la responsabilité des représentants du personnel. Quand il y a la consultation sur le plan de formation, bien sûr, quand il y a les NAO en fin d'année, de s'assurer que tous les salariés de l'entreprise ont bien accès au plan de formation dans l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Il y a une consultation, information-consultation hein, au niveau du plan de formation. Donc, évidemment, les élus en fait peuvent porter aussi justement cette question en fait d'évolution hein, des compétences et la reconnaissance en fait des qualifications de par les métiers existants en fait dans l'entreprise, et c'est un peu tout l'objectif en fait des élus, et c'est aussi de la responsabilité des élus en fait de porter fortement au sein du comité d'entreprise, voilà, qui va être modifié avec le comité social économique. Alors justement, voilà. On y vient. Donc je suis élu au comité social et économique où je suis délégué syndical, puisque là, les deux mandats sont concernés par cette consultation, que ce soit par le biais de l'information-consultation du CE-CSE sur le plan de formation professionnelle ou dans le cadre des NAO, où on voit dans le cadre de l'égalité hommes-femmes et l'égalité professionnelle, je m'aperçois que toujours les mêmes sont exclus du plan de formation. Comment je fais? Oui, alors justement par rapport à ça, il y a des commissions existantes. Hein. Je pense que le rôle évidemment des élus, c'est de mettre en place aussi des commissions. Même si aujourd'hui, en fait, les commissions de formation professionnelle normalement existent à partir de 300 dans une entreprise, mais rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que la mise en place d'une commission se fasse dans une entreprise. Ce qui permet aussi d'aller aussi chercher les éléments et les possibilités en fait de mettre en place en fait des formations qualifiantes dans l'entreprise. C'est pas à vous que je vais apprendre que plus le plan de formation qu'on nous propose le jour de l'information-consultation est bien fait avec une belle présentation PowerPoint où à la fin on dit voilà, l'entreprise elle donne plus que ce qu'impose la loi, plus c'est joli, plus c'est quand même suspect. Oui, alors alors souvent l'entreprise quand elle dit elle met plus en fait sur la formation professionnelle, c'est là où il faut qu'on soit bien clair. Hein, c'est souvent en fait dans le cadre de l'adaptation au poste de travail. On n'est pas sur l'évolution. Souvent, en fait. Ils calculent et ils provisionnent de la formation dispensée en interne. Non mais c'est ça. Hein, donc on est sur la partie sécurité, on est sur la partie en fait liée aux métiers initiaux en fait dans l'entreprise. Des logiciels maison. Voilà, c'est ça. Donc on est sur l'évolution en fait des nouvelles technologies qui se mettent en place dans l'entreprise. On parle beaucoup du numérique. La question en fait du numérique ça s'applique un peu partout en fait dans les entreprises où il y a besoin d'être formé et d'être reconnu, hein, puisque c'est les salariés utilisent en fait les outils en tant que tels, donc devraient être connus en fait de par leur savoir-faire. Voilà. Alors,
Qui porte là, j'allais dire une réclamation, puisque bientôt il n'y a plus de délégué du personnel. Donc là, le problème, il va être dévolu au CSE, donc au Comité social économique. Qui va dire un tel, Tartampion et machin, ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils n'ont toujours pas été formés, ils ne bénéficient pas du plan de formation de l'entreprise. Vous leur proposez de prendre leurs heures CPF pour se former sur des choses qui sont dans l'entreprise. Comment on fait pour faire avancer les dossiers, quoi? Ben, de toute façon, là, pour un accord, enfin, s'il n'y a pas d'accord en fait dans l'entreprise sur l'utilisation en fait du CPF, hein, c'est ce que j'évoquais, hein, avec un abondement, parce qu'un accord suscite un abondement, voilà. Mais dans l'entreprise, s'il n'y a pas d'accord, l'utilisation du CPF ne peut pas se faire, hein, sur un métier en fait initial en fait dans l'entreprise, à moins d'avoir un accord commun sur une possible évolution, hein, dans l'entreprise en tant que telle. Donc on passe un accord. Voilà. Donc on demande à l'employeur, parce que quelquefois il n'est pas moteur, lui ça ne l'intéresse pas, Oui. ce type d'accord. Donc on essaie de proposer à l'employeur de négocier un accord. Alors, moi je pense qu'il y a d'autres dispositifs existants. Voilà. Parce qu'on a également la période de pro, la période de professionnalisation qu'on parle très peu. D'ailleurs, qui est remis en cause là actuellement dans l'accord national interpro, hein, qui est en train de se négocier là actuellement. Cette question de période de pro permettait évidemment cette possibilité en fait d'évolution professionnelle en fait dans l'entreprise, de par en fait les métiers existants. Donc ça, c'est un dispositif évidemment qui existe. En dehors de ça, je rappelle quand même aussi la responsabilité et ça son importance. Là, on est aussi sur l'image de l'entreprise, hein, la responsabilité de l'employeur sur l'évolution en fait des compétences et la reconnaissance au travail. Voilà, tout est lié. Ça marche dans les plus de 500, dans les groupes, mais dans les boîtes de plus de 50, de plus de 100, de plus de 200, c'est quand même moins flagrant l'histoire de l'image. Ah bah écoutez, moi je travaille en fait dans une boîte en fait de moins de 50, vous voyez, c'est même encore pire, hein, là pour le coup, hein. Je travaille dans une boîte de moins de 50 et aujourd'hui on a réussi à imposer en fait un plan de formation qui correspond avec les besoins en fait des salariés de par leur métier existant en fait dans l'entreprise. Alors, comme vous êtes élu, vous allez donner des tuyaux à nos amis élus de CE ou de CSE. Comment on fait le jour de l'information consultation si on n'est pas content du plan de formation pour essayer d'influer dessus et pour faire changer les choses? Alors déjà, il y a évidemment l'évolution des nouvelles technologies qu'on ne peut pas mettre de côté, hein, voilà, à un moment donné, évidemment, l'employeur a cette obligation de former, hein, donc ça, on peut pas le squeezer, hein, cette obligation en fait de former. Et aujourd'hui, cette évolution des nouvelles technologies apporte quoi en termes de qualification? Et c'est là-dessus. Alors, moi, je vous le dis tout tranquille, hein, puisque nous, on l'a fait au sein de l'entreprise. On a apporté, évidemment, tous les métiers existants en fait, dans l'entreprise. De par ces métiers, évidemment, ça suscitait quelle qualification à la clé. Et aujourd'hui, chaque salarié est reconnu dans l'entreprise. Et ça a été porté par les élus. Alors ça, c'est les formations qualifiantes, donc qui, arrivent au bout, sont sujets à diplôme de l'éducation nationale ou à certificat d'organismes qui dépendent du ministère du Travail. C'est ça. Alors, on est tous régis en fait par un organisme collecteur. Alors, l'organisme collecteur, c'est, on va dire en fait, c'est cet organisme-là qui récupère les fonds, hein, sur la formation professionnelle. Je vous rappelle quand même que ces fonds appartiennent aux salariés. Hein, là, pour le coup, on ne peut pas le mettre de côté. Hein, donc, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi acteur, hein, et qu'on puisse le porter fortement. Hein, ces fonds nous appartiennent. Donc, à un moment donné, on a aussi un choix à émettre sur le type de formation à mettre en place au sein de l'entreprise. Donc, quand on cadre bien les choses et qu'on sait qu'en fait, aujourd'hui, il y a une obligation vis-à-vis en fait, de l'employeur sur la formation professionnelle dans le cadre de l'adaptation au poste de travail, ça, c'est du ressort de l'employeur. Donc, à un moment donné, voilà, il doit jouer son rôle et c'est une obligation. À un moment donné, évidemment, il faut qu'on puisse pousser sur la question en fait, de la reconnaissance au travail de par en fait, une qualification, hein, de par nos métiers existants en fait, dans l'entreprise. Alors, on a dit que ces droits ils étaient attachés aux salariés et que
quand le salarié quittait l'entreprise, puisque ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui, on change d'entreprise, ces droits-là, ils y restaient attachés. Comment on utilise ce compte personnel de formation quand on sort de l'entreprise, que malheureusement on est à Pôle emploi et qu'on doit se former pour obtenir de nouvelles compétences, ou qu'on veut, dans une autre entreprise, bénéficier de son compte personnel de formation? Alors sur la partie en fait des demandeurs d'emploi, je pense que je vais laisser mon camarade en fait. Alors Christian Ouais, Bergerie. ouais, donc, alors là, on est dans une autre dimension de l'utilisation du CPF. On est dans la dimension transférabilité qu'on avait d'ailleurs imposée dans le DIF également, sauf que la transférabilité, elle ne s'est pas mise en place, elle s'est arrêtée à la porte de l'entreprise. Pour le coup, le compte, le CPF, arrive à dépasser la porte de l'entreprise pourvu qu'on change d'entreprise. Mais il y a quand même un petit problème entre deux. C'est que aujourd'hui, le compte personnel de formation, attaché à la personne, qui est là pour l'accompagner tout au long de son parcours, eh ben, il n'est pas si transférable que ça. C'est-à-dire qu'on a et à la fois l'État, la région, les employeurs, Pôle emploi et d'autres institutions qui délivrent de la formation aujourd'hui en direction des personnes au chômage, des privés d'emploi. Et ces formations qui sont délivrées en direction du besoin du demandeur d'emploi, de sa demande d'évolution professionnelle, eh ben systématiquement, on lui prend ses heures de CPF pour mettre dans la formation professionnelle demandée. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que, en fait, du coup, on se dit, c'est normal qu'un demandeur d'emploi, s'il a besoin de formation, il paye un peu de sa poche pour avoir une formation professionnelle qualifiante, etc. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que tel que nous l'entendons, nous, la formation professionnelle du salarié tout au long de sa vie, qualifiante, et avec les systèmes qui sont mis en place aujourd'hui, on a une captation du compte personnel de formation sur des formations non qualifiantes. Je donne un exemple. Un demandeur d'emploi qui est à Pôle emploi, donc un salarié qui vient de sortir d'une entreprise, on va, s'il a besoin d'un CACES, on va mettre pour son CACES son droit au CPF, ses heures de CPF dedans. Donc ce qui veut dire que là, encore une fois, la transférabilité, et ce qui avait été un peu mis en avant quand même, tu l'avais rappelé déjà dès le début, DIF, etc., cette espèce de sac à dos qui nous permet de faire une carrière professionnelle tout au long de sa carrière professionnelle, peu importe si on fait une entreprise, 3, 5, enfin bref, où on est dans une idée vraiment de carrière professionnelle, ce droit-là est grignoté par un certain nombre d'instances qu'il faut le dire comme c'est. Le CPF, c'est un droit, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Alors, dans le cadre de la réforme à venir, il m'a semblé lire que on arrivait, en fonction de nos âges, on arrivait à Pôle emploi avec un nombre d'heures, mais qu'en fonction de ce qu'on voulait faire, on pouvait avoir un abondement en heures qui allait en donner un peu plus. Alors un peu plus, voire beaucoup plus, puisque j'ai lu jusqu'à un abondement de 350 heures. Oui, alors c'est vrai que on retombe là dans on va dire, dans ce que j'appelle moi les petits gobelets. C'est-à-dire les cases dans lesquelles on met les personnes. Donc alors, la personne, s'il a plus de 55 ans, elle va avoir plus d'heures que la personne qui est au chômage depuis moins d'1 an, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas dans notre région, et c'est la loi aussi, pour le demandeur d'emploi, il y a un abondement automatique de 100 heures par rapport à son droit, même s'il est au maximum de son CPF, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu du DIF transformé en CPF, donc il y a beaucoup de gens qui sont au taquet du nombre d'heures. Il y a un abonnement automatique de 100 heures pour tous les demandeurs d'emploi. Mais ça ne change pas. C'est qu'en fait, même avec un abondement, comme tu dis, de 350 heures, même si on est au maximum de l'ensemble des heures que peuvent délivrer le CPF par rapport à un demandeur d'emploi, on reste quand même en deçà du nombre d'heures de formation qu'il faut pour avoir des formations qualifiantes, et que même
dans le cas où on atteindrait le nombre d'heures sur le CPF pour atteindre une qualification, une formation qualifiante, reste quand même le prix de l'heure de formation. Oui, parce que ce que je me souviens avait été relevé au moment de la loi Fillon de 2003, c'est que si l'ensemble des salariés étaient à l'époque aux 120 heures et voulaient prendre leurs heures diff, il n'y avait pas les budgets pour les financer. Oui, alors après ça, je pense que... C'est un peu comme l'histoire des voitures électriques. Si demain on vend 5 millions de voitures électriques, il n'y a pas assez de centrales nucléaires pour les recharger. Mais c'est ce qui a été utile également pour dévoyer en fait le droit individuel à la formation. Donc le passé en fait, de par en fait ce qu'on appelait auparavant le DIF prioritaire. Le DIF prioritaire, c'était quelque chose qui pouvait être utile dans le cadre de l'activité dans l'entreprise et donc financé par un organisme collecteur, ce que j'évoquais là tout à l'heure. Là, pour le coup, quand on parle du compte personnel de formation, on sent évidemment en fait cette dérive. Donc, quand on dit aujourd'hui le compte personnel de formation nous appartient, appartient à l'individu, on sent bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce mouvement qui est en train de se mettre en place sur l'utilisation en fait d'un dispositif qui appartient à l'individu, de par déjà en fait les demandeurs d'emploi, où ils se font déposséder en fait de leur dispositif, mais également en fait justement sur la question en fait d'évolution en compétences et rien d'autre, quoi. Alors, on va expliquer à nos amis élus comment ça se passe. Quand l'entreprise vous dit voilà, on a satisfait à l'obligation légale et on a fait même un peu plus, donc on décortique, on s'aperçoit il y a de la formation sur les logiciels maison, il y a de la formation en interne qu'on a valorisée et rien qu'avec ça on arrive à satisfaire les obligations légales. En revanche, si vous voulez d'autres formations, prenez-le sur votre CPF. Ben oui, voilà. Et malheureusement en fait on est confronté à ça. Sauf qu'auparavant en fait, quand on avait en fait les obligations légales en termes de financement, il y avait cette partie en fait évolution en compétences qui a été supprimée d'ailleurs avec l'accord national interpro de 2013 où on est parti sur une obligation de financement à 1%. Auparavant en fait dans les entreprises c'était à 6 pour les grandes entreprises. Cette partie évolution en compétences a été supprimée. Et donc ce qui a resté en fait au niveau de l'entreprise, c'est la partie adaptation et maintien dans l'emploi. Vous voyez les dérives en fait qu'il peut y avoir. Donc derrière tout ça, on peut dire on a évidemment obtenu un nouveau dispositif qui appartient à l'individu. Donc ça lui permettra en fait de s'émanciper et de pouvoir se former sur autre chose à son choix. Sauf que voilà, on sent bien qu'aujourd'hui en fait les dérives commencent à se mettre en place. Donc petit à petit en fait le CPF commence à être dévoyé sur le besoin du territoire, le besoin en fait des employeurs, on ne va pas dire des entreprises, des employeurs, justement dans l'entreprise. Et donc là, petit à petit en fait, on se fait déposséder en fait d'un dispositif qui nous appartient. Alors, je reprends juste l'exemple du CACES, parce que ça me paraît quand même intéressant de l'évoquer. Auparavant, on appelait ça un permis de conduire, de chariot élévateur. Celui-ci a été dévoyé en CACES. Pourquoi? Parce que la partie sécurité avait son importance et ça responsabilisait un peu plus en fait le salarié dans son travail. Et donc c'est devenu en fait un nouveau certificat qui n'est plus en fait quelque chose qui appartient à l'individu. C'est devenu un certificat renouvelable en fait tous les 5 ans, voilà, jusqu'à voilà, un certain âge. Et à partir de là, voilà, c'est juste l'exemple en fait du dévoiement qu'il peut y avoir en fait sur des dispositifs, des métiers qui ne sont plus reconnus comme ils devraient l'être en fait dans les entreprises. Mais maintenant, on minimise en fait les choses en parlant en fait évidemment de compétences et rien d'autre. Mais bon, voilà, quand on parle de compétences, il faut regarder aussi les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et ça a son importance quand même. Alors, Christian, je vais me retourner vers toi. On a dit tout à l'heure, il y a des salariés qui étaient au taquet, ils avaient 120 heures, là ils vont en avoir 150 rapidement avec le CPF. Ils ne les prennent pas. Pourquoi c'est important de prendre sa formation en main?
De toute façon, on est sur comment dire, un constat général, c'est vrai, que beaucoup de salariés ne vont en formation que quand on les met au pied du mur, bien souvent. Ça a été souvent ça, un salarié, il va en formation parce qu'on lui fait comprendre qu'il n'est pas compétent. Il n'est pas assez qualifié, il n'est pas assez compétent, etc. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que l'attirance par rapport à la formation, et notamment la formation professionnelle, l'appétence n'était pas là. Elle a été vécue par les salariés pendant de nombreuses années comme une obligation. Je suis mauvais, donc je dois aller me former, tant pis, voilà. Sauf que la formation professionnelle, finalement, c'est la seule chose qui peut nous appartenir avec le métier. C'est ça, en fait, qui définit son importance, cette formation. C'est qu'après tout, quand on rentre dans une entreprise, on n'y rentre pas parce que ça fait plaisir à Tartampion, Paul, Jacques. On y rentre parce qu'on a des qualifications. Il y a une statistique un peu ancienne qui disait que 2 salariés sur 3 étaient dans leur métier par hasard. Oui, oui. Et justement, c'est bien là-dessus que les choses se jouent. C'est qu'en fait, un salarié, qu'il soit en début de carrière ou en milieu de carrière, me semble-t-il, il doit pouvoir ou alors choisir sa carrière s'il est en début, soit en choisir une autre s'il est au milieu de sa carrière. Quand on parle, par exemple, de pénibilité d'un travail, moi je pense qu'à un moment donné, il est bien qu'à un certain âge, on puisse se poser et se dire ce métier-là ne pourra pas me convenir jusqu'à 60, 62 ans, hein, puisqu'on parle d'une fin de carrière à peu près dans ces termes-là. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir reconversion. Et pour qu'il y ait reconversion, il y a forcément de la formation professionnelle à anticiper et à mettre en place. C'est un des cas de figure. Mais qu'est-ce que vous diriez à un salarié qui va nous regarder là, pour qu'il prenne conscience qu'il faut que sa formation professionnelle, il la prenne réellement en compte, parce que sa carrière, on ne sait pas quand elle s'arrête dans son entreprise, parce qu'il suffit de plan de sauvegarde de l'emploi, d'une restructuration, de tout ça, pour être confronté à la question « qu'est-ce que je vais faire ?» Qu'est-ce que vous diriez à ce salarié-là qui n'est pas encore conscient que demain, il peut être victime d'un plan de restructuration et que sa formation professionnelle, c'est un outil qu'il a dans sa boîte à outils dont il ne se sert pas et que c'est un tort de ne pas le faire? Oui, mais ça, justement, ça fait partie des choses qui demandent du temps et qui demandent aussi de toujours être traité dans un espace de sécurité. C'est-à-dire que la formation professionnelle ne peut pas, à mon avis, se réfléchir et se penser à la veille d'une menace sur l'emploi ou d'un changement de l'entreprise, etc. Ça doit se penser, c'est pour ça que je rejoins vraiment cet aspect des choses, ça doit se penser bien en amont. C'est une arme contre la précarité, la formation bien utilisée. Voilà, c'est non seulement une arme, mais c'est un vrai droit finalement dont on se sert. Parce que la formation professionnelle, c'est un droit avant tout. C'est le droit de pouvoir faire une carrière professionnelle, d'évoluer et de pouvoir choisir son chemin. Et tant que les salariés seront sur, je veux dire le gros mot, l'employabilité, ils ne penseront pas au lendemain que tu évoquais. Combien de temps je suis dans l'entreprise, comment je vais faire dans 10 ans, est-ce que la boîte sera encore là? Ils n'anticipent pas. Mais je veux dire, c'est pas que la responsabilité du salarié aujourd'hui de prendre conscience que la formation est une arme dans sa poche, c'est aussi la responsabilité et à la fois des gouvernements successifs et du patronat que de toujours poser la formation comme étant quelque chose qui permet d'être employable simplement. Mais parce que l'entreprise réagit en employabilité. Et le salarié qui est bien rentré dans ce moule-là, on lui parle de formation. On lui en parle. On lui en parle. On en parle beaucoup parce que c'est un outil de com. C'est un outil de com du gouvernement, puisqu'on va le réformer. Ouais. C'est un outil de com de tout un tas de gens qui disent regardez ce qu'on fait pour la formation. Mais en fait, c'est qu'un outil de com, c'est jamais un outil réel dans la boîte à outils du salarié. Oui, c'est ça. C'est que là, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui en formation professionnelle, mais pas que, sont des outils pour répondre aux besoins, ce qu'on appelle la BMO, besoin de main-d'œuvre.
Et alors ça se fait dans les territoires, ça se conçoit au niveau national, mais on est toujours sur le besoin de main-d'œuvre des entreprises à l'instant T. Et même les entreprises, tu parlais des entreprises moins de 300, etc. Même ces entreprises-là ont elles-mêmes le défaut de ne pas forcément prévoir à l'avenir, dans le périmètre où ils ont une activité, de prévoir à l'avenir s'ils sont pérennes ou pas. Donc eux-mêmes se mettent en difficulté en prévoyant pas l'avenir, la formation professionnelle, etc., etc. Nous, on a eu l'expérience de faire des formations qui s'appelaient formation professionnelle et stratégie d'entreprise. Et on a fait appel à un cabinet d'experts qui traite sur la stratégie des entreprises directement. Et on a été très surpris de voir à quel point la formation professionnelle était au centre de la stratégie d'une entreprise et de sa survie. C'est essentiel. Une entreprise qui ne forme pas ses salariés, qui ne les fait pas, et là je rejoins ce que disait Christophe, pas simplement le maintien au poste de travail, mais qui ne les fait pas évoluer professionnellement, est une entreprise qui ne va pas survivre dans les années. Alors, il y a un autre sujet, je pense, qu'il faudrait dont vous parliez aux salariés, c'est la formation professionnelle. C'est une fenêtre ouverte sur mon avenir, en fonction de son âge. Parce qu'on n'a pas la même vision de la formation professionnelle et de son avenir quand on a 25 ans, parce qu'à 25 ans, on n'a toujours pas eu son premier CDI, en moyenne, puisque c'est 27. À 35 ans, parce que là, c'est l'âge auquel on va être confronté à son premier plan de restructuration, en moyenne. Et puis à 45, où on est rentré dans la catégorie des seniors dans la boîte. Et à 55, où on est plus près de la porte que de la promotion. Peut-être qu'en fonction de l'âge, il faut expliquer aux gens qu'on n'envisage pas sa formation professionnelle de la même manière. Oui, alors en même temps, on porte aussi en fait la formation tout au long de la vie. Donc qui part de la formation initiale, c'est-à-dire à l'école, à la formation continue. Hein, donc voilà, ça a son importance puisque le monde du travail évolue. Hein, donc on a besoin de se former en permanence. On a besoin en fait, évidemment, de part en fait, pas en étant que salarié, il y a aussi en tant qu'individu. En tant qu'individu, on a besoin justement de se former. On a besoin en fait même sur le monde associatif. Voilà, il y a besoin en fait de se former, besoin en fait d'être reconnu. Et il y a besoin évidemment d'avoir une qualification à la clé. Moi je parle toujours de qualification parce que ça a une importance. On est dans un parcours, dans un parcours de la naissance jusqu'à la retraite. Hein, je vais dire ça comme ça. Et on a besoin évidemment justement de se former sur toutes les nouvelles évolutions, des nouvelles technologies qui se mettent en place. Je prends un exemple en fait. Travailler sur un ordinateur, on a besoin de se former sur ces choses-là. On a besoin évidemment de suivre cette évolution et d'être reconnu. Cette reconnaissance a son importance. Vous parliez de formation initiale tout à l'heure. Alors la formation initiale, c'est un peu la cause de la conséquence que j'évoquais. 2 salariés sur 3 étaient dans leur travail par hasard. Un problème que je connais bien, le mien, dans ma génération, on fabriquait des chaudronniers. Oui. Donc on a voulu que je sois chaudronnier. Donc heureusement, mes parents n'ont pas écouté le système de l'éducation nationale de l'époque, parce que quand je suis arrivé sur le marché du travail, les chaudronniers, direction ANPE à l'époque. Oui. Parce qu'on n'avait plus besoin de chaudronniers, on les dégageait. Là aussi, il y a une réforme de la formation initiale à faire pour qu'elle soit plus en phase avec les besoins de l'emploi de demain et non pas ceux d'aujourd'hui. Puisque ceux qui sont en formation initiale aujourd'hui seront employés demain, pas aujourd'hui. Oui. Alors, pour être très clair, cette question-là en fait, est posée au niveau de toutes les régions, puisqu'on est sur les métiers rares. On est aussi sur les métiers en fait, hein, qui se mettent en place au niveau des régions. Alors, métiers de demain, oui, voilà, c'est bien ça. Je prends l'exemple en fait, dans la région en fait, Nord-Pas-de-Calais, région qu'on connaît très très bien, où on a perdu évidemment la question, une bonne partie industrielle, qui est pas des moindres. On a perdu en fait la partie textile, on a perdu en fait, mais malgré tout,
il y a des choses qui reviennent petit à petit en fait dans la région. Donc évidemment, on a besoin de se former. On a besoin évidemment de remettre en place en fait des formations qui correspondent évidemment avec les nouveaux métiers qui se mettent en place. On parle de transition énergétique, hein, donc ça a quand même son importance, hein, quand on parle de transition. De quelle manière en fait on va anticiper sur les futurs métiers en fait qui vont arriver demain. Donc on a besoin d'avoir une réflexion là-dessus, chose qu'on porte fortement, hein, voilà, hein, sur évidemment les nouveaux métiers, hein, qui vont émerger en fait demain et qui apporteront évidemment une qualification à la clé. Alors, il y a, outre la formation qualifiante, mais oui, parce que je pense que celle-là, c'est pour vous, il y a un mal-aimé dans tous ces... C'est le bilan de compétences. Parce que les employés, les salariés en ont peur pour que les employeurs ne se servent pas de ça pour leur dire ben, t'es plus dans le coup. Et les employeurs ne veulent pas non plus pousser les salariés à faire des bilans de compétences pour qu'ils aient des envies d'autre chose. Donc les salariés n'utilisent pas ce bilan de compétences. Est-ce que vous pouvez parler de l'importance de ce bilan? L'importance du bilan de compétences, ça permet tout au moins de faire un point, hein, sur sa vie, hein, on va dire sa vie professionnelle, mais aussi sa vie, hein, de par en fait la formation initiale et tout ce qu'on a pu faire, hein, sur son temps, que ce soit associatif, que ce soit voilà, et ça permet aussi de pouvoir aller, pourquoi pas, sur une validation des acquis et de l'expérience. Donc c'est aussi un dispositif qui appartient à l'individu, la validation des acquis et de l'expérience, qui permet évidemment, hein, de reconnaître, hein, tout au moins en fait une partie en fait de ce qu'on a pu effectuer dans sa vie. Alors c'est 20 heures un bilan de compétences. Ça veut dire c'est moins d'une année de cotisation d'heures de CPF. Oui. Alors pour le coup en fait c'est aussi un dispositif qui est aussi dévoyé. Hein, là on voit bien, il y a eu des choses qui ont été mises en place de par en fait l'accord national interprofessionnel, ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc ce conseil en évolution professionnelle permet évidemment d'aiguiller aussi les salariés pour pouvoir se former et utiliser en fait ce que tu évoquais là tout à l'heure, le CPF. Voilà, un dispositif qui nous appartient pour se former et obtenir à la clé en fait une qualification. Et ce bilan de compétences est dévoyé là actuellement, hein, de par en fait ce que souhaiterait mettre en place en fait le gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas suggérer à nos amis qui vont regarder ça d'utiliser leurs heures pour faire un bilan de compétences tous les 5 ans? Eh bien sûr, moi je pense que c'est bien de faire un point, hein, sur ce qu'on a pu effectuer en fait sur les 5 ans, et donc ça nous permet tout au moins justement, hein, de valider, hein, ce qu'on a pu acquérir en connaissances, en compétences, et ça a vraiment son importance. Et c'est en fait le lien direct avec ce dispositif qui est la validation des acquis et de l'expérience. Voilà. Alors, on n'a pas évoqué encore, et je pense qu'on va le faire avec Christian, le compte pénibilité. Alors, le compte pénibilité, alors ça on en entend parler, pour les patrons c'est compliqué, pour les salariés, tout n'est pas pris en compte. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce compte pénibilité et le lier avec l'impératif de formation? Vous aviez commencé à le faire tout à l'heure un petit peu en disant, effectivement, on peut envisager de changer de métier, arriver à un âge où on n'a plus la même force, on n'a plus la même résistance, et ça peut nous aider tout ça avec le compte pénibilité. Alors le compte pénibilité, moi pour résumer, il est pénible pour tout le monde en fait. Et ça, je te rejoins un peu dans ce que tu positionnes là. C'est qu'en fait le patronat, ça lui fait extrêmement peur de parler de pénibilité, parce que si on parle de pénibilité, on parle de travail. Et le travail, c'est bien eux qui l'organisent, qui le mettent en place, qui recrutent et qui font exécuter le travail par les salariés. Donc ce qui leur envoie des responsabilités qui leur sont propres, sur lesquelles ils doivent reconnaître un certain nombre de pénibilités. Et la plus grande preuve, c'est que le compte de prévention pénibilité, sur la dernière mouture des lois et des changements qui sont tombés, il y a 4 pénibilités qui ont disparu.
Si je dis aux gens qui nous écoutent, les risques chimiques, ça parle à tout le monde, les risques chimiques. Eh ben non, on a enlevé ça du compte prévention pénibilité. Les charges lourdes, tout le monde peut comprendre que le gaillard, quand il a fait 15 ans dans sa boîte, a porté que des colis de plus de 50 kilos, il y a une vraie pénibilité dans son métier. Eh ben on l'a enlevé du compte prévention. L'amiante aussi. L'amiante. Ce qui veut dire que on est loin entre les paroles et les intentions de la réalité du besoin de la reconnaissance de la pénibilité des métiers. Et on est encore plus loin par rapport à la reconnaissance des métiers d'être dans la prévention de la pénibilité. Parce que finalement, un compte pénibilité, moi je veux bien qu'on me dise tu vas partir 2 ans à la retraite plus tôt parce que tu as eu un métier pénible. Mais j'aimerais mieux encore entendre on fait tout ce qu'il faut pendant la carrière de professionnel pour positionner le salarié qui n'est pas de pénibilité ou le moins possible. Et dans ce cas-là aussi faire de la formation professionnelle en anticipation sur l'exercice de son métier à partir de tel âge pour que sa pénibilité s'arrête là. Mais tout ça, c'est pas vu comme ça. On met un compte, on va y mettre des heures, et franchement, quand on regarde le contenu, c'est technique si on commence à en parler là, mais c'est ergoté vraiment sur la pénibilité que subissent les salariés dans les entreprises sur beaucoup de métiers, notamment le travail de nuit, posté, etc. etc. Et c'est ergoté que de mettre ça comme ils l'ont mis là, avec un certain nombre d'heures. La pénibilité, c'est quelque chose qui s'éradique, mais qui ne se répare pas. Parce que quand on a un dos brisé... C'est ça, un carreleur, quand il a les genoux en vrac, ça, le compte pénibilité peut rien y faire. Voilà, on n'y fera rien. Et que quand on entend les grands discours aussi d'ensemble en disant on vit plus longtemps, donc on travaille plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps, mais on vit moins bien de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avec la pénibilité des métiers, on vit plus vieux, mais avec beaucoup plus de problèmes de santé. Donc, et ça, quand on le corrèle à certains métiers, on se rend compte qu'il y a une réalité, une conséquence de la pénibilité qui est terrible sur les personnes quand ils arrivent à l'âge de la retraite, même avant d'ailleurs. Moi, j'ai un ami maçon, il a 55 ans, il est handicapé. Voilà, il est handicapé sur un certain nombre de tâches qu'il ne peut plus faire. Et voilà, dès 55 ans, il paye la pénibilité de son métier. Oui, là vous nous parlez de choses évidentes, de métiers pénibles, la maçonnerie, le carrelage, on a évoqué les métiers du bâtiment en général. Mais il y a d'autres métiers où c'est encore plus pernicieux. On a lu qu'on avait plus de risques d'avoir un infarctus quand on commençait le matin avant 5 h du matin ou qu'on finissait le soir après minuit. Donc là, il y a des facteurs de pénibilité qui ne sont pas évidents, comme celle d'un métier du bâtiment par exemple, ou celle d'un métier dans la chimie. Oui. Mais comment on les calcule, comment on les détecte? De toute façon, il y a quand même dans le compte prévention pénibilité, il y a les horaires de nuit qui restent dedans. Mais là aussi, et à la fois, ils reconnaissent, puisque il est évident que le travail de nuit, le travail posté, peut emmener sur des maladies ou des problématiques spécifiques. Donc c'est reconnu. Mais on est sur un nombre d'heures minimum avec des contraintes d'éligibilité à ce compte et un certain nombre d'heures pour pouvoir partir en retraite qui sont tellement rigides que finalement on reconnaît que ces postes-là, effectivement comme tu le dis, de se lever le matin hors fonctionnement ordinaire de la personne, se lever à 4 h du matin, tous les jours, et puis une semaine d'après, parce que le travail posté aussi, il est là, on va se lever l'après-midi parce qu'on a travaillé. Bref, c'est une véritable épreuve. On commence à en parler, les gens le subissent, mais la réparation, au moins l'indemnisation de ça par un départ plus tôt à la retraite, n'est encore pas une évidence. Ou par une formation qui va amener à une évolution professionnelle qui va permettre de sortir de ce rythme. Alors le problème aussi de la formation professionnelle pour les gens qui travaillent de nuit ou les gens qui sont postés, c'est que justement ils travaillent de nuit. Donc on a toujours constaté ça, c'est ceux qui partent les derniers en formation professionnelle.
Parce que ce sont des gens, pour le coup, comme on est en décalage, ils ne parlent pas sur le temps de travail, c'est hors temps de travail. Ou alors s'ils veulent décompter, bref, voilà, les employeurs en général, sur les gens qui travaillent de nuit ou les gens postés, envoient très rarement les personnes en formation par anticipation de la pénibilité des métiers. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et on va revenir donc sur les exclus du plan de formation. Et je posais la question, comment les représentants du personnel s'emparent de ce sujet des exclus de la formation professionnelle pour dire, attention, là il y a un problème. Ces gens qui sont de nuit, vous ne les prenez jamais en compte pour les mettre dans les listes. Oui. Le délégué syndical, il n'est jamais sur la liste pour avoir une formation professionnelle non plus d'ailleurs. Oui, l'élu de CECSE non plus. La liste des exclus, que ce soit de bonne foi ou pas de bonne foi d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas condamner tout le monde comme ça de manière arbitraire. Mais il y a toute une liste d'exclus de fait pour de plus ou moins bonnes raisons. Oui, non mais c'est bien ça. Alors, les élus ont ce rôle, évidemment, justement, d'amener et puis d'avoir cette analyse. Et d'ailleurs, ils ont cette analyse sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Donc, évidemment, ça va de pair avec la formation professionnelle. Donc, quand on parle de besoins, on peut parler de pénibilité. Et pénibilité, c'est des sujets importants également en fait dans l'entreprise où on a besoin justement de ne pas subir, mais on a besoin évidemment de trouver du matériel évidemment qui nous permet de ne plus travailler sous forme de pénibilité, quoi. Derrière tout ça, il y a l'évolution des nouvelles technologies qui nous permet évidemment justement d'abaisser un peu cette question de pénibilité. Et donc, le rôle des élus, c'est ça. Après, je rappelle quand même que derrière tout ça, toutes les entreprises ont des financements publics qui leur permet aujourd'hui d'avoir cette question-là qui doit être mise au débat avec les élus sur la question de la formation, sur la question en fait de l'évolution des nouvelles technologies. Ces financements, je rappelle, le crédit impôt compétitivité emploi a été mis en place pour ça à l'origine. Et donc, on a aussi ce poids à l'origine qui est aussi de discuter de ces possibilités en fait d'évolution professionnelle dans l'entreprise de par la formation, de par en fait l'évolution des nouvelles technologies et faire en sorte que on fasse en sorte que cette pénibilité n'existe plus. Voilà. Alors, pour être concret, dans les 5 minutes qui vont nous permettre de conclure, on va donner des petits conseils aux salariés qui vont nous regarder. Le premier conseil, quel est celui que vous donneriez? Peut-être de savoir qui est son organisme collecteur. Oui, voilà. C'est évidemment, il y a ce besoin de connaître en fait son organisme collecteur. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui changent avec les organismes collecteurs, puisque bon, voilà, il y a cette envie de travailler en fait sur projet. Donc ça, c'est important. Mais pour des branches bien spécifiques. Donc voilà, je vais prendre un exemple d'une branche. Par exemple, le commerce. Le commerce, en fait, son OPCA, c'est le FORCO. Voilà. Donc le FORCO, en fait, met en place des financements sur telle formation, sur... voilà, il gère aussi le CPF, pour le coup, l'OPCA, ça a son importance. Et donc, sur la professionnalisation, sur la préparation opérationnelle à l'emploi. Voilà, c'est tous des sujets qui sont évoqués au sein de l'OPCA. Alors, pour être un peu plus concret, parce que là on commence à parler chinois, l'organisme collecteur, il est rattaché à une branche. Alors, vous parliez de l'organisme collecteur pour le commerce, on va parler de celui des services qui est Syntec, on peut parler d'autres, il y en a une multitude, mais ils sont attachés à la branche. C'est-à-dire que ce n'est pas la première pub que vous allez voir à la télé qui est votre organisme collecteur. Ça, c'est le premier point. Donc quand vous connaissez votre organisme collecteur, vous regardez son catalogue de formation. C'est bien ça. Alors évidemment, ça c'est du ressort des élus, d'aller chercher en fait la formation et d'informer en fait les salariés justement le lien en fait de la branche pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc à partir de là, on a besoin de connaître évidemment le catalogue de formation et les possibilités en tant que telles. Alors aujourd'hui, avec les organismes collecteurs, il y a aussi ce lien directement avec les centres de formation. Donc ça, c'est aussi un outil important. Donc savoir comment s'aiguiller
hein, pour pouvoir se former voilà, sur une formation soit liée à l'entreprise, soit liée en fait à soi-même. Alors, petit 1, quel est l'organisme collecteur? Petit 2, quel est le catalogue de formation? Petit 3, le centre de formation. Ça, j'allais dire, c'est le générique. Après, c'est je prends en main ma formation. C'est-à-dire que je considère que je dois évoluer parce que je sais que dans l'avenir, je ne serai pas dans cette entreprise, je vais devoir changer, je vais devoir être sur le marché du travail. Donc, que veux-je faire? Donc, c'est là qu'on va se tourner vers le catalogue de la formation pour aller en transition vers. Alors, si la formation vers laquelle on veut aller, n'est pas dans le catalogue de l'organisme de formation, on fait comment? Eh bien, écoutez, on a un dispositif qui s'appelle le CIF. Hein, donc, le CIF, c'est quand même un dispositif qui permet en fait de pouvoir se reclasser, de se former. Hein, voilà, puisque voilà, c'est comme tu l'as évoqué là tout à l'heure, en fait, on tombe pas en fait dans l'entreprise spécialement parce qu'on aime ce métier. Hein, c'était peut-être bien ça auparavant, mais aujourd'hui en fait, ben voilà, on a des possibilités en fait justement de pouvoir se reclasser de par un dispositif qui s'appelle le CIF. Donc, alors, le CIF, évidemment, c'est le FONGECIF, hein, ou on appelle ça aussi le passif, parce que et c'est pour ça qu'il y a besoin de connaître en fait son OPCA. Voilà, parce que dès le moment où on connaît en fait son OPCA, on sait tout de suite en fait si c'est un OPCA ou un OPACIF. OPACIF, c'est la partie en fait professionnalisation, hein, et CPF, et la partie CIF, d'OPACIF, c'est aussi en fait où il gère aussi en fait la partie congé individuel de formation. Alors, ce qui est important aussi, on revient sur le bilan de compétences parce que c'est là que vous allez savoir si vous allez faire une formation visant à acquérir une qualification, un certificat, un diplôme, ou si vous avez simplement besoin de faire une validation des acquis de l'expérience. Voilà. Ce qui va vous permettre d'économiser plein d'heures sur votre CPF, sur votre CIF, voilà, et de savoir exactement où vous devez aller. Et ça, le bilan de compétences va vous aider à déterminer ce que vous voulez faire en fonction de vos compétences, donc des acquis dans votre carrière. Parce que vous ne vous êtes pas levé le matin pour travailler, il s'est aussi passé des choses. Vous avez pris votre salaire, plus ou moins bien, mais vous avez surtout pris de l'acquis professionnel. Vous avez appris des choses, vous valez quelque chose. Et ce quelque chose, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas le certificat. La validation des acquis de l'expérience aujourd'hui, mais des acquis professionnels, c'était un bon terme, les lois Martine-Aubry de 92, vous permettent de faire reconnaître votre capacité, vos compétences. Alors, il y a un dispositif qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. Hein. C'est aussi en fait le conseil en évolution professionnelle. J'en parlais là tout à l'heure. On a 5 organismes qui s'occupent en fait du conseil en évolution professionnelle, qui sont le FONGECIF, qui sont Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, et le dernier en fait c'est non, c'est pas la. Voilà. Donc le dernier en fait, mission locale, FONGECIF, Cap emploi, Pôle emploi et l'APEC. Voilà. Excusez-moi, voilà. Donc c'est aussi, ça peut être utile pour l'individu. C'est-à-dire en fait, en complément du bilan de compétences, hein, voilà, d'aller aussi chercher en fait les financements pour pouvoir se former. Parce que souvent, c'est ce qui pose problème. Alors, les financements pour les former. Et pour conclure, je dirais la différence fondamentale entre vous, salariés qui voulez vous former, et votre employeur. C'est que votre employeur va chercher votre employabilité et vous devrez adapter votre formation à votre avenir, en fonction de votre âge, en fonction de l'économie, en fonction de la pérennité de l'activité dans laquelle vous êtes. Donc tous les outils sont à notre disposition, on en a pléthore. Et j'allais dire, en paraphrasant Clémenceau qui disait que la guerre était quelque chose de bien trop sérieux pour la laisser à des militaires, la formation est quelque chose de bien trop sérieux pour la laisser à vos employeurs. C'est bien ça. Merci d'être venu sur le plateau.